Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi et je suis enfin en vacances, c'est trop bien. Ça me fait un bien fou, ne serait-ce que psychologiquement. Et donc du coup je viens pour vous ouvrir très rapidement une commande que j'ai passée auprès de ma copine, du coup senteur de livres que vous pouvez connaître voilà, sur les réseaux, senteur de livres au singulier et livres au pluriel bien sûr. C'est sa nouvelle collection là, vintage, que je trouve trop belle. Donc petit unboxing en direct. Voilà, vous avez son logo juste ici. À chaque fois, bah, toujours, hein, je vous dis pas ça parce que c'est ma copine, mais l'emballage est vraiment soigné. C'est trop mignon. Et donc, on va ouvrir ça. Alors, désolé, il y a du bruit parce que, comme d'habitude, j'ai un chat qui bouge beaucoup. Et voilà le fameux rondin, il est trop beau et j'aime beaucoup cette nouvelle collection parce qu'en fait elle a changé de laser récemment et en fait elle a voilà, les traits sont beaucoup plus fins, c'est hyper joli. Ouais, les détails sont hyper bien faits je trouve, donc voilà, parfait, trop contente. Je vais pouvoir mettre ça dans ma bibliothèque, ça faisait longtemps que j'avais pas commandé de rondin pardon, chez elle, donc perfect. Merci beaucoup et voilà, petite introduction très rapide. Je m'apprête à partir avec la caille qui est en train de jouer. Je rentre du coup ce week-end sur Limoges avant de partir en vacances mercredi 28 août. Je pars en vacances pour une semaine et ensuite peut-être que je partirai également du côté de Montpellier juste après, mais rien n'est encore très sûr. Voilà, donc programme de vacances relativement chargé pour moi en déplacement, mais ça fait du bien aussi parce qu'on n'a pas le temps de le faire le reste de l'année. Voilà, je vous ferai un update lecture dès que je peux, bien sûr, et je vous reprends plus tard pour vous parler de tout ça. Hey, nous sommes aujourd'hui mardi et je vous reprends donc pour vous faire un gros update lecture. J'ai plus ma Violette, je l'ai déposée en fait tout simplement chez mes parents ce week-end pour 2 semaines environ parce que je m'envole demain pour Malte et profiter enfin de mes vacances à fond et donc forcément je la préfère voilà, chez mes parents tranquillement, je sais qu'ils vont très bien s'occuper d'elle, etc. Elle va être bien. Plutôt qu'être toute seule là pendant 2 semaines, c'est vrai que elle est encore toute petite. Donc je vous prends parce que, donc comme je vous disais, j'ai un gros update lecture à vous faire. J'ai pas beaucoup filmé en fait du mois d'août, je pense que vous l'avez compris, et aujourd'hui on est le 27 août déjà. C'est déjà fin août. Ça passe quand même hyper vite. Au niveau lecture, donc j'ai terminé 2 livres, un en audio. Il s'agit de Solitude de Nico Taquian. Je vous en avais un petit peu parlé lors de mon précédent vlog. Je vous disais que je le préférais largement à Avalanche Hotel. Ça se confirme. Maintenant, j'étais hyper emballée. Je me souviens, j'étais à la moitié de ma lecture et j'étais vraiment hyper emballée parce qu'on est dans le massif du Vercors. On est sur ces grandes en fait plaines, ces grandes étendues là naturelles où on suit un garde-chasse notamment qui s'appelle Élie Martins et qui qui est amnésique. On est plongé immédiatement au cœur même de l'affaire, à savoir on retrouve une femme donc pendue à un arbre en plein cœur donc de ce massif et on va suivre Nina, la lieutenant Nina qui va donc enquêter sur cette affaire et on... Bah, je peux pas trop vous en dire non plus parce qu'il est vraiment très court. Mais tout de suite, on soupçonne un petit peu tout le monde parce que il y a notamment donc le garde-chasse Ellie qui est quand même très énigmatique parce que vu qu'il est amnésique, il se souvient de rien, donc c'est comme s'il n'avait pas de passé du tout. Et également, on suit un autre garde-chasse
Voilà, il y a plusieurs personnages qui gravitent. C'est intéressant en termes de scénario, en termes d'histoire. Je trouve ça vraiment chouette. On a des inscriptions notamment, on a une ambiance thriller qui est vraiment bien présente, bien décrite et qui est très chouette. Maintenant, à partir de la moitié du récit, j'ai connu quelques longueurs en fait, alors que pourtant il est très court. Et donc je sais pas si je peux parler d'excellente lecture, j'ai eu l'impression de retomber un petit peu là dans la deuxième moitié du récit, dans l'ambiance et la même veine en fait qu'Avalanche Hotel, donc je pense que c'est la patte de l'auteur hein, à mon sens, et je sais pas si j'accroche beaucoup en fait. Comme je vous ai dit, j'aime l'ambiance, j'aime les personnages, comment ils sont décrits, etc. Mais je trouve qu'il me manque un truc, il me manque quelque chose de plus... Oui, une cohérence en fait, un lien entre les événements, je sais pas, il me manque quelque chose pour vraiment complètement adhérer. Donc c'est une bonne lecture, mais vous voyez, j'étais un peu voilà, déçue à partir de la moitié. Je trouve que ça retombe un peu comme un soufflet et il rajoute des événements qui, à mon sens, sont pas vraiment nécessaires. Enfin voilà, il y a des. On est dans l'exagération un petit peu des faits. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais je trouve qu'on est. Voilà, c'est un peu trop. C'est un peu trop tiré par les cheveux et ça m'avait fait la même sensation sur Avalanche Hotel. Je vous parle de ce livre parce que je compare par rapport à l'autre livre de l'auteur que j'ai lu. Donc voilà, je sais pas si je continuerai du coup Nico Taquian. Je crois pas en avoir d'autres dans ma pile à lire. Je regarde mais je pense pas, je crois que j'avais que ces deux-là. Donc ouais, je suis vraiment pas sûre de continuer parce que c'est bien mais c'est pas... Ouais, c'est pas la lecture de l'année, c'est pas le thriller de l'année, vous voyez, je trouve qu'il y a beaucoup plus angoissant, même si l'ambiance est bien décrite, je trouve qu'il y a un peu mieux quoi. Voilà. Bien, bien mais sans plus en fait. C'est ce que je peux dire sur ce thriller. Donc si vous aimez en tout cas le pitch, je vous le conseille quand même parce il est pas mauvais du tout. Mais moi ça m'a pas transcendé plus que ça. Donc bonne lecture avec quelques longueurs malgré la taille et puis une ambiance peut-être un peu trop du coup surfaite. Voilà. Ce que j'avais à vous dire du coup sur Solitude que j'ai écouté donc en audio. Et ensuite, je vous ai fait un update lecture effectivement dans mon précédent vlog d'un roman historique et je me suis dit on va passer sur une lecture un peu plus légère entre guillemets, qui n'est pas si légère que ça pour le coup. Il s'agit de Promis juré de Isabelle Lagarrigue que j'ai lu très très rapidement, donc j'adore la dédicace qu'elle m'a faite. Elle est vraiment trop chou, que j'avais acheté du coup à lire à Limoges. J'étais complètement passée à côté en fait au niveau du catalogue Charleston, je sais pas pourquoi. Je pense que sur le moment je m'étais dit non on va pas le demander parce que j'ai déjà demandé quand même pas mal de bouquins. Et en fait finalement je regrette complètement parce que il est vraiment vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je m'attendais pas à grand chose non plus mais j'avoue que j'ai été très surprise par cette plume qui est très douce, très lumineuse, très envoûtante, mais envoûtante de bienveillance en fait. C'est fou, c'est vraiment fou. Je peux pas le décrire de manière plus précise en fait, mais on est dans la bienveillance du début à la fin. On suit du coup trois jurés aux assises. Ils ont été jurés d'assises, pardon. Ils ont été convoqués un jour. Ils s'appellent Norma, Martine et Dylan. Et ces trois personnages en fait vont se retrouver donc forcément jurés en même temps. Ils vont se retrouver dans le même hôtel bizarrement. Et chacun en fait va échanger, se confier sur sa vie, va naître une vraie relation amicale, ouais, une amitié profonde en fait entre les trois. Et dès le début on est vraiment plongé au cœur de leur vie à tous les trois. J'ai trouvé ça un peu bizarre par contre parce que Martine est décrite à la... Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Martine est décrite à la troisième personne du singulier alors que Dylan et Norma sont à la première personne du singulier, donc ça m'a un peu déroutée, je dois vous avouer, parce que je me suis dit pourquoi mettre de la distance, enfin parce que pour moi ça fait un peu ça en fait, hein. Quand on utilise la troisième personne du singulier on crée quand même un petit peu de distance et donc je sais pas, elle a voulu créer la distance avec Martine, c'est une question que je poserai je pense à l'autrice.
Sinon, immédiatement en fait on est plongé au cœur de leur vie, au cœur de leurs problèmes, au cœur surtout de leurs blessures les plus profondes. Euh, Elle parle beaucoup de phrases qui peuvent être assassines, c'est-à-dire des phrases qu'un jour on dit et qui blessent en fait profondément et qui impactent aussi finalement le reste de l'existence d'une personne. Faut arriver à s'en détacher, prendre du recul, etc. sur les choses, les événements. Mais c'est une plume qui est extrêmement sensible, extrêmement douce, comme je vous l'ai dit, lumineuse, qui explore vraiment très très bien les méandres en fait de la psyché humaine hein, finalement. Et c'est une plume qui m'a vraiment conquise. Je l'ai trouvée voilà, très, encore une fois, d'une bienveillance extrême. Et j'ai beaucoup aimé leurs histoires en fait à chacun. J'ai trouvé que parfois ça pouvait être un peu cliché parce que je pense qu'on est sur la catégorie feel good et vous savez ce type de catégorie c'est pas forcément ma tasse de thé mais d'un autre côté je sais pas ça m'a quand même fait du bien de lire cette histoire parce que je me suis identifiée au personnage et je me suis beaucoup attachée notamment à Norma qui voilà a une vie la vie qu'elle voulait en fait, mais on se rend compte que c'est pas forcément hyper joyeux, on se rend compte qu'elle a des blessures très profondes, etc. Que elle est beaucoup dans le paraître, cette jeune femme, enfin jeune, on n'est pas hyper jeune, mais oui, on n'a pas son âge. Carrière d'architecte d'intérieur, son mari, ses deux enfants, l'incarnation même de la réussite sociale, en tout cas en apparence. Dylan, lui, il a 32 ans et c'est quelqu'un de extrêmement joyeux en fait. Hein. C'est une personnalité toujours enjouée, toujours le bon mot, la bonne phrase pour faire rigoler la galerie, etc. Et on se rend compte qu'en fait, sa vie à lui, pareil, et a été également, a mal commencé, a été très mouvementée, etc. Et on suit Martine aussi, qui pour le coup sillonne les routes en écoutant Johnny Hallyday pour ne pas rester seule chez elle. Elle cache aussi quelques secrets qui sont assez surprenants. Donc ces trois personnages, on s'attache vraiment à eux. Et oui, même voilà, le petit côté feel good fait que c'est pas un coup de cœur parce que pour le coup j'ai trouvé qu'il y a certains trucs qui étaient quand même très faciles et très c'est léger en fait hein, pour moi quand même un petit peu. Mais c'était très justement dosé en termes de scénario, au niveau du récit, ça se lit quand même très vite. Et elle explore vraiment, comme je vous dis, énormément de sujets. Elle a voulu voilà, aborder ces petites phrases assassines là qu'on dit un petit peu comme ça sans se rendre compte en fait de la portée des mots, que les mots peuvent vraiment impacter durablement et créer de blessures très profondes. J'ai trouvé que c'était fort en émotion, que c'était vraiment bien. Franchement je suis très satisfaite, enfin agréablement surprise en fait de cette lecture qui pour moi du coup est une très bonne lecture que je vous conseille si vous aimez le genre, si vous aimez aussi la thématique. On est également en plein cœur donc d'un procès hein, d'assises, donc on suit un peu aussi le fonctionnement de manière un peu plus... on prend un peu plus de recul quand même, c'est un peu plus... c'est moins décrit dans la précision que par exemple La Jurée de Claire Géano que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Dans La Jurée, vraiment, Claire Géano s'attelle à décrire avec précision toutes les étapes du procès. Alors dans celui-ci aussi, hein, parce que forcément on va suivre le jour 1, du jour 1 au jour 4, toutes les étapes, mais on est quand même vraiment centré sur ces trois personnages, on n'est pas vraiment centré sur l'affaire et le procès. Le procès est un peu une toile de fond, un décor en fait, pour mettre en lumière les histoires des trois personnages et à quel point en fait ils vont s'identifier parfois à ce qu'ils vont vivre et en quoi aussi ce qu'ils vont vivre au cours du procès va les impacter, va faire ressurgir voilà, des secrets, des choses en eux, enfin ça va un peu les remuer. Donc c'était intéressant aussi d'avoir cet aspect-là, procès, parce que ça met en lumière finalement pas mal de choses. Voilà, j'ai beaucoup aimé, franchement, très 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 belle découverte que je vous conseille donc si vous aimez le genre et la thématique.
Et ensuite j'ai décidé d'écouter, donc de passer à une nouvelle lecture audio. J'ai décidé de la passer en audio, alors pourtant je l'ai acheté aussi, ça c'est pareil. J'ai décidé d'écouter Le secret des agapantes, donc le tome 1, Flora et Joséphine. Le tome 2 n'est pas encore paru, de Clarisse Sabar. C'est un livre que j'adore, en fait, que je dégomme. J'ai tout le temps envie de l'écouter là en audio. J'en suis à un tout petit peu plus de la moitié et je le trouve vraiment très très bien. On est sur un début de saga familiale à la Lucinda Riley. Franchement, je trouve que Clarisse Sabar a une plume et une façon de décrire les événements à la Lucinda Riley. Enfin, clairement, pour moi, c'est la Lucinda Riley française. Elle nous embarque comme ça dans des univers. Elle a un talent de conteuse qui est franchement très bien fait, qui est presque inné, j'ai envie de dire. C'est un livre donc où on est sur une double temporalité, où on va suivre Flora dans le présent qui tient une galerie d'art, si je ne me trompe pas, galériste, voilà, je vais dire galériste d'art à Los Angeles. Et elle va à un moment donné être dans la tourmente, si vous voulez, parce que elle va c'est pas noté dans la quatrième de couverture. Bon, je vais pas vous dire du coup pourquoi elle est dans la tourmente, mais à un moment donné, elle est dans la tourmente, voilà, au niveau médiatique. Et elle va se réfugier donc en Normandie parce que sa grande tante lui a légué une villa, qui est la villa donc des Agapantes, dont elle vient donc d'hériter avec ses deux autres de ses cousines, pour fuir, donc comme je vous ai dit, la tourmente médiatique. Et là elle va découvrir des carnets, je vous dis pas comment parce que pareil aussi c'est une chose là que de découvrir ces carnets. Et dans ces carnets on va suivre la vie de sa grand-mère qui s'appelle donc Joséphine. Oui, quelques jours à peine après son arrivée, une mystérieuse boîte fait son apparition sur le pas de sa porte. Voilà. À l'intérieur, un kaléidoscope de vieilles photos jaunies, un manuscrit défraîchi la transporte dans le passé méconnu de sa grand-mère Joséphine. Et en fait, Joséphine, on va suivre un petit peu son évolution, sa vie d'adolescente, puis après de jeune femme en plein cœur de Paris. Elle est en fait la fille d'un célèbre peintre, Guillaume Vernet. Et elle a également, elle, un talent pour la peinture et elle va prendre des cours en fait à Paris quand elle est donc, comme je vous dis, jeune femme. Et donc dans les années 30, on va la suivre comme ça à Paris. Il va se passer énormément de choses. On est sur une vraie saga familiale, comme je vous ai dit, où on va suivre aussi ses secrets, sa vie, ses aventures au cœur donc de Paris. Et c'est hyper intéressant. Pour moi, il n'y a même pas de longueur, alors que pourtant c'est vrai qu'on est, comme je vous dis, sur une saga familiale, donc elle décrit beaucoup de choses. Clarisse Sabar, elle décrit les décors, elle décrit l'ambiance. Ça pourrait paraître long, mais ça ne l'est absolument pas. On est plongé, donc comme je vous ai dit, en plein cœur de la Normandie, en plein cœur donc de Paris dans le passé. Et on va faire comme ça des allers-retours. Donc là, je suis dans la partie de Joséphine et je crois que j'ai vu que dans quelques chapitres, ce sera de nouveau Flora. J'attends les secrets, tout se met en place là pour l'instant. Elle pose un petit peu toutes les briques et j'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer. Et je pense qu'à mon avis, elle va nous faire un gros cliffhanger pour qu'on ait hâte de lire le tome 2. Je le sens venir gros comme une maison et je crois que le tome 2, de toute façon, ce ne sera que dans quelques mois. Je crois que c'est une fois par an. Parce que celui-là, il est paru quand? Je sais plus. Ça doit pas être noté. Non, 2024. Est-ce que c'est peut-être noté à la fin? Ouais, mars, dépôt légal, avril. Avril 2024, donc je pense que le tome 2 sortira également en avril. Et j'ai trop hâte du tome 2 parce que là, franchement, c'est hyper prometteur. Donc je sais pas si on part sur un coup de cœur, mais pour l'instant, on y va quand même, tranquillement. Parce que j'adore cette saga. Clarisse Sabar avec moi, ça a été un peu... ça a commencé mal. J'ai pas spécialement accroché avec La femme au manteau violet. Beaucoup l'ont adoré, moi j'ai trouvé un peu surfait, enfin on n'allait pas assez à mon sens en profondeur.
dans le récit. Puis après, j'ai adoré les lettres de Rose, je les trouvais vraiment chouettes. Pas de coup de cœur particulier, mais parce que pareil, je trouvais qu'on n'allait pas non plus hyper en profondeur. Mais par contre, je l'ai vraiment adoré, cette ambiance de village en fait. Elle a une façon, Clarissa Bard, de décrire les ambiances de village, les sagas familiales, etc., les secrets de famille, que j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et dans celui-là, en fait, on est un cran au-dessus pour moi. On est vraiment sur, pareil, une vraie saga familiale où ça y est, tous les éléments. euh, En fait, c'est vrai que Les Lettres de Rose, c'est son premier roman, donc on sent que c'est un premier roman, mais pourtant elle a tous les ingrédients pour faire après des livres vraiment très prenants, et celui-ci en est la preuve. J'ai trouvé vraiment une maturité dans la plume. On sent que par rapport aux Lettres de Rose, elle a vraiment évolué en fait dans la description et dans ses histoires, dans sa manière de conter en fait et de narrer les choses. C'est hyper chouette. Moi j'étais très contente du coup de découvrir finalement ses premiers romans avant celui-ci, parce que je vois l'évolution en fait finalement de sa plume, et très chouette, très chouette. Voilà, je pense qu'on part sur un petit coup de cœur. Je veux pas non plus m'avancer parce que j'ai hâte de voir si ça va continuer comme ça ou s'il y a quand même quelques longueurs, parce que bon, il me reste quand même un petit peu moins de la moitié, donc à voir, mais vraiment une très agréable surprise, et en audio il passe très bien. Je suis très contente quand même d'avoir le format broché, j'aime bien pour mes sagas avoir mes propres livres. Et hâte du coup de voir comment cette histoire va continuer. Ouais, je pense que c'est ce que j'avais besoin, une bonne saga familiale. Après La Villa aux étoffes, ça y est, j'ai trouvé mon autre saga chouchou, je pense. Parce que les tomes 1 sont toujours très introductifs, je trouve, et c'est pas forcément les meilleurs à mon sens. Enfin, j'ai beaucoup tendance à préférer les tomes 2, les tomes 3, parce que les tomes 1, je les trouve un peu trop introductifs et il se passe pour moi pas grand chose. Donc, à voir. À voir comment ça se goupille. Voilà pour mon update lecture. Après, ça va être un peu chaotique en termes d'update lecture, parce que il y a 2 jours, j'ai commencé cette lecture Quand le soleil se lèvera de Heather Morris. J'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu 17 pages, donc franchement voilà. On est à Singapour en 42, et en fait on suit 2 sœurs qui vont être... donc on est comme en Singapour, et donc les Japonais vont envahir l'île si vous voulez, et on va suivre le destin de 2 femmes qui vont embarquer sur un bateau, je crois. Elles vont rencontrer une infirmière de l'armée australienne, et ce bateau est finalement bombardé par un avion japonais. Elles vont être rescapées, ensuite capturées, transférées dans un camp de prisonniers au cœur de la jungle indonésienne, et donc vivre finalement dans des camps. C'est un peu... j'en attends beaucoup en fait de cette histoire, et c'est parce que ça ressemble énormément à un livre, enfin énormément. On est sur la même thématique qu'un livre que j'ai déjà lu et que j'ai adoré, dont je vous en parle, je dirais pas régulièrement, mais si vous me suivez depuis un moment, je vous en avais déjà parlé. Le livre en question, il s'agit de Plume Fantôme d'Isabelle Wolff, que j'ai adoré. On est voilà, sur la même thématique, même si l'histoire n'est pas du tout la même. On va suivre du coup dans Plume Fantôme, pareil, une rescapée des camps indonésiens qui va s'appeler Clara. Et en fait, ça retrace l'histoire dans cette partie du globe, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, de ces Hollandais qui sont allés en fait tout simplement s'expatrier à Singapour, et qui vont être emprisonnés dans les camps japonais. C'est une histoire que je connaissais pas du tout avant de lire donc Plume Fantôme, et donc j'ai hâte de voir comment ça va être traité aussi par l'autrice là dans celui-ci. Pour l'instant, voilà, au bout de 17 pages, c'est un peu compliqué de me faire un avis. Je suis assez déroutée par la plume d'Heather Morris, parce que je trouve qu'elle n'est pas très fluide. Voilà, donc à voir, parce qu'il est quand même épais entre guillemets, à voir comment les événements vont s'enchaîner et comment elle va traiter le sujet. Mais je pense que vu que je m'en vais pour Malte demain, je vais pas emmener mon brochet, donc je vais le mettre en pause, et puis tant pis, hein, je le lirai début septembre du coup.
Du coup, je sais pas ce que je vais prendre en fait. C'est une grosse interrogation. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en audio, je peux continuer Le Secret des Agapantes, ça c'est cool. Mais par contre, ouais, en termes de livres, je sais pas trop. Parce que j'avais commencé en fait un livre sur Liseuse, qui est un tome 3. Vous connaissez mon amour pour les sagas. Tome 3 du coup de La Cité de Feu de Kate Moss. C'est La Cité des Mers, ça s'intitule. Il est sorti... Quand est-ce qu'il est sorti? Mois de mai, je dirais, avril-mai, je sais plus trop. Je l'avais commencé au moment de sa sortie. Vu que c'est sur liseuse, je lis un peu en pointillé, donc j'avance très lentement parce que bah, forcément j'ai mes lectures papier, audio, etc. Je peux pas non plus avancer au même rythme dans chaque support, hein, c'est logique aussi. Et donc là, je l'ai un peu continué ce week-end en fait, parce que pareil, bah, j'ai bougé, j'ai fait du train, etc. Donc forcément, je l'ai continué en numérique, donc, et j'en suis à 55%, je crois. Enfin, voilà, j'en suis à plus de la moitié du livre. Et j'aime beaucoup. Par rapport au tome 1 et au tome 2, il est un cran en dessous, quand même, à mon sens. Et en fait, vu que c'est un tome 3, pareil, c'est un roman historique où on suit, du coup, les personnages en fonction des génération, j'ai envie de dire. Donc là, dans le tome 3, on a la génération... on a la petite fille des personnages principaux du tome 1, donc La Cité de Feu. Tome 1, La Cité de Feu. Tome 2, La Cité des Larmes. Et donc là, tome 3, La Cité des Mers. Je les ai pas du tout... Alors, j'ai le tome 1 en papier, mais je l'avais lu en espagnol, je me souviens. Franchement, je l'avais lu il y a très longtemps. Mais j'avais beaucoup aimé. C'est au niveau roman historique, je vous conseille à fond La Cité de Feu parce que il est vraiment génial. Si vous voulez un bon roman historique, je vous le conseille à fond. Et le tome 2, du coup, je me souviens, je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc je l'ai pas en papier, La Cité des Larmes. Mais je l'avais aussi beaucoup aimé, adoré, parce que bah, on va suivre les personnages principaux du tome 1, mais cette fois-ci ils vont voyager à Amsterdam. Donc dans le tome 1 on est dans le sud de la France, tome 2 à Amsterdam, et là tome 3, donc on va suivre la petite fille de ces deux personnages, donc de ce couple, voilà, petite fille des grands-parents en gros. Et on va retracer un peu son histoire familiale que pour le coup j'avais un peu oublié, hein, forcément. Je l'ai lu il y a quelques années quand même, le tome 2. Donc très intéressant. C'est une saga historique et familiale que je vous conseille à fond. Parce qu'on voyage en fait, on voyage en Europe et ça c'est vraiment très appréciable. Donc dans ce tome 3 on est au XVIIe siècle si je me trompe pas, et donc voyager en Europe à cette époque c'était quand même quelque chose de peu commun, hein, qu'on se le dise, mais là les personnages le font. Donc on est à la fois à La Rochelle, à la fois à Amsterdam. Et forcément, vous vous en doutez, ça s'appelle La Cité des Mers, donc on va voyager aussi. Donc là, je crois qu'ils vont aux Caraïbes au moment où j'en suis. Et pareil, plein de secrets, plein de choses. Il se passe beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de rebondissements en fait dans ces romans. Donc voilà, je suis sur cette lecture numérique et je pense que je vais le continuer là en numérique. Pour du coup Malte, je pense que je vais continuer cette lecture parce que j'accroche bien et je vous dis, j'ai lu plus de la moitié, donc j'aime beaucoup, je pense le continuer. Et après, je verrai ce que je lis. J'ai plein d'autres livres sur ma liseuse que j'ai également en papier ici, donc ça me permettra de commencer certaines lectures papier. Je pense que voilà, ce sera parfait. Moi je vous laisse du coup et puis je vous embarque avec moi à Malte et je vous retrouve plus tard.
Hello hello, nous sommes aujourd'hui samedi 7 septembre je crois. Ça fait un moment que je vous ai pas pris, voilà mes vacances se sont enchaînées, vous l'avez un petit peu vu dans les plans précédents je pense. Je suis partie donc à Malte, puis ensuite à Montpellier. Et je suis là ici chez mes parents du coup à Limoges pour récupérer, enfin passer le week-end et récupérer Violette pour la ramener donc demain retourner à Bordeaux et retourner au travail. Très chargée ces vacances, mais ça m'a fait énormément de bien. Je suis pas forcément hyper reposée, mais c'est pas grave parce que bah, mentalement aussi ça fait du bien et on en a besoin en fait tout simplement. Enfin moi j'en avais vraiment énormément besoin. Donc c'était très chouette. Et c'est vrai que niveau update lecture ça a été un peu, je dirais pas chaotique, mais j'ai pas trop eu le temps de vous faire d'update etc. J'ai regardé du coup mes plans précédents pour essayer de savoir où j'en étais. Et donc, je vous avais dit que je partais sur un coup de cœur pour Le Secret des Agapantes, que je vous mets juste ici. Alors regardez-moi ce temps. Fallait que je vous montre ce temps, c'est terrible. Voilà, je suis passée de 30 degrés tous les jours pendant une semaine à de la pluie quand on est arrivé à Montpellier mercredi soir. Très beau et chaud jeudi à Montpellier. Et ensuite, on est arrivé hier donc sur Limoges hier vendredi et pareil, déluge depuis hier, il y a eu orage cette nuit, enfin bon bref. Le temps en ce moment c'est compliqué et ça me fait un petit choc entre guillemets, mais bon. Donc bref, parlons lecture maintenant. Et donc j'ai ressorti les pulls, tout va bien. Niveau lecture, j'ai donc terminé Le Secret des Agapantes de Clarisse Sabar que je vous mets juste ici. C'était un coup de cœur, franchement. Excellente lecture. Je crois que j'ai un petit peu écouté du coup mes plans précédents et je vous disais que j'avais trouvé une maturité dans la plume de Clarisse Sabar, dans l'histoire, dans la construction du récit. En fait, on part sur une saga familiale où on suit du coup à chaque fois une petite fille et sa grand-mère et on va suivre 3 cousines. Donc c'est une trilogie je pense. Et franchement, ce premier tome part très très bien parce qu'il y a une intrigue principale, à savoir donc une double temporalité où on suit à la fois la grand-mère et à la fois la petite fille dans le présent. Petite fille, enfin les 3 cousines vont hériter d'une villa qui est située en Normandie, donc une villa familiale. Et dans ce premier tome, on est dans le milieu de l'art. Il y a aussi, quand je vous dis, une intrigue qui, je pense, va se poursuivre sur les 3 tomes, à savoir à la recherche des tableaux, d'un tableau perdu, d'un tableau, caché en gros. Un gros secret de famille. Donc on n'a pas toutes les réponses à nos questions à la fin de ce premier tome parce que c'est un premier tome. Mais par contre, c'est hyper intéressant dans le sens où on suit vraiment l'histoire familiale et tous les secrets de famille à la fois de Joséphine et de Flora. Joséphine la grand-mère, Flora donc dans le présent. Et c'est assez... En fait, j'ai eu un gros coup de cœur parce que j'ai trouvé que les 2 personnalités, à la fois de Joséphine et de Flora, m'ont touchée. Je me suis attachée aux 2, j'ai trouvé leurs histoires, elles sont relativement différentes, mais très très intéressantes. Il y a un côté extrêmement addictif, je trouve, dans cette histoire, dans cette plume. Voilà, je sais pas si je peux vraiment plus dévoiler au niveau de l'intrigue, si ce n'est qu'on est sur des gros secrets de famille et que donc Flora, suite à une tourmente médiatique, si vous voulez, va s'exiler pendant quelques temps dans cette villa dont elle a hérité en Normandie. C'est intéressant parce qu'on voyage, on est à la fois donc en France, on est dans le Paris des années 1930 avec Joséphine, on est en Grèce, on est aux États-Unis notamment avec Flora et sa galerie d'art. Il y a beaucoup d'éléments, mais le tout en fait une saga hyper chouette parce qu'on est dans la même veine, à mon sens, que les sagas de Lucinda Riley. Même si, bon, Lucinda Riley a écrit une saga, donc Les 7 sœurs, et des livres one-shot indépendants. Je trouve qu'on est vraiment dans le même esprit. Donc si vous aimez Lucinda Riley, je pense que vous allez vraiment aimer aussi cette trilogie. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome donc, qui est sorti, mais vraiment c'est très similaire, même si c'est quand même relativement différent. On sent la patte de Clarisse Sabar, on sent sa plume, on sent les influences françaises. Forcément, Lucinda Riley n'est pas française et donc
C'est vraiment très très chouette. Je ne peux que vous recommander ce premier tome et cette saga. Si donc vous aimez les sagas familiales, les secrets de famille, les personnalités fortes, les héroïnes voilà, féminines marquantes, franchement foncez parce que l'univers et l'histoire et l'intrigue sont hyper bien construites. Donc c'est très très bonne lecture, coup de cœur, enfin, je pense que vous l'avez compris pour ma part. Et moi je vais attendre avec impatience le tome 2. Mais je sais que là, du coup, Clarisse a écrit un post sur Instagram comme quoi elle a eu des problèmes de santé et donc il y aurait un peu de retard sur la parution du tome 2. Donc évidemment, voilà, forcément la santé passe avant tout, c'est normal aussi. Mais voilà, moi j'attends, j'avoue, avec impatience le tome 2 parce que j'ai hâte de découvrir les histoires des autres, hein, des cousines tout simplement. Ça peut être très 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 intéressant. Donc voilà, pour mon avant-dernière lecture lue, parce que du coup, juste après ça, forcément j'ai pris ma liseuse avec moi parce que voilà, forcément quand on est en déplacement c'est quand même beaucoup plus pratique, hein, on s'entend. Et j'aime bien toujours avoir un peu un livre avec moi quand je suis en transport en fait. Et le format liseuse est vraiment très chouette pour ça. J'ai donc lu La Cité des Mères de Kate Moss, qui est un livre paru un peu plus tôt dans l'année, je crois, aux éditions Sonatine, qui est un 3e tome aussi. Donc là, moi j'adore les sagas, hein, voilà, vous l'aurez compris, les séries, tout ça. 3e tome alors c'est pas une trilogie parce qu'il y aura un 4e tome, d'une saga en fait historique. Le premier tome, c'est La Cité de Feu. Le 2e tome, La Cité de Larmes. Et donc là, c'est le 3e tome. Alors, il peut se lire indépendamment, celui-ci, le 3e tome. Voilà, La Cité des Mères. Parce que, même si vous n'avez pas lu les deux précédents, enfin, je pense que l'autrice remet un peu certaines choses dans leur contexte. Ça va vous spoiler un tout petit peu, évidemment, les deux premiers tomes. Mais c'est pas trop gênant. Enfin, ça spoile pas énormément. Donc j'ai beaucoup aimé. Pur roman historique qui était très intéressant où donc comme le titre l'indique, sur les mers, on vogue à travers différents océans. On suit du coup la petite fille de Minou et Piette, pour celles et ceux qui ont lu le premier tome, qui s'appelle Louise Redon-Joubert et qui vit à La Rochelle. Elle est originaire d'Amsterdam et donc sa passion ce sont les navires. Elle est même propriétaire d'un navire et il va se passer énormément de choses. Elle va notamment rencontrer un Gilles Barenton qui est donc qui cache un lourd secret sans vous spoiler. Et tous les deux ils vont voyager, partir notamment à Las Palmas, donc dans les îles Canaries. C'est un vrai roman d'aventure, une épopée historique qui est très chouette. On est au niveau de, je dirais que j'ai pas dit la date, on est au 17e, enfin au milieu du 17e siècle, puisque je crois qu'on commence, on est en 1610, quelque chose comme ça, et on les suit pendant plusieurs années. Donc franchement très 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 bien. Je ne peux que vous conseiller si vous aimez du coup les romans historiques, parce que celui-là est vraiment très bon et cette trilogie est vraiment très très chouette. Si comme moi vous aimez les aventures, vous aimez les rebondissements à gogo, si vous appréciez justement être immergé en fait, d'être plongé dans une époque, être plongé dans un univers particulier, parce que là on est sur l'univers donc maritime au 17e, donc c'est quand même très spécifique aussi. Et franchement, vous allez adorer parce que il est vraiment génial. La plume de Kate Moss est relativement fluide. Elle réussit à nous immerger dans l'époque sans trop rentrer dans des détails techniques, même si on sent qu'elle est extrêmement documentée. Et ce roman vraiment m'a passionnée du début à la fin parce que en fait, ça réunit donc, comme je vous disais, tout ce que j'aime, les secrets et l'ambiance comme ça,
très immersive, vraiment très très chouette lecture. Je pense pas que ce soit un coup de cœur parce que à certains moments, pour moi, il y a des petites longueurs. On aurait pu accélérer certaines choses, mais franchement, c'est juste mon avis personnel. Sinon, ça reste une très bonne saga que je vous conseille. Voilà, pour ma dernière lecture terminée du mois d'août, du coup. Je l'ai basculé sur le bilan lecture du mois d'août parce que même si je l'ai terminé, je crois, le 1er ou 2 septembre, j'avais vraiment lu quasiment tout le livre au mois d'août, donc ouais, je me suis dit on va le basculer sur le bilan d'août. Des fois je fais ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je trouve ça dommage quand on finit un livre le 1er alors qu'on a lu quasiment tout le livre le mois d'avant. Ça me paraît logique de le mettre sur le mois d'avant, mais bon bref, c'est une petite manie de ma part. Et donc j'ai commencé une nouvelle lecture puisque pour le coup j'étais encore en voyage dans les transports, tout ça. J'ai commencé une lecture qui me change complètement, où je sors vraiment de ma zone de confort, c'est le cas de le dire. Il s'agit de Fourth Wing de Rebecca Yarros, si je ne me trompe pas, qui est paru aux éditions Hugo Roman il y a quelques mois. Et là, on est sur un univers complètement différent parce qu'on est sur de la romantaisie. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à la fois sur du Hunger Games, du Divergente et du Eragon. Clairement, c'est un mix un petit peu des trois, à mon sens, parce qu'on a des factions, on a un univers qui est créé où ils doivent se lier avec des dragons, et surtout, ils ne doivent pas mourir avant d'avoir réussi à se lier avec un dragon et combattre parce qu'ils appartiennent à une certaine faction, donc une certaine famille. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Divergence, vous voyez de quoi je parle. Donc c'est hyper chouette parce que l'univers créé est vraiment intéressant et l'autrice l'amène de manière très intelligente, je trouve. C'est fluide, elle ne bourre pas la tête d'informations dès le début, on apprend petit à petit à découvrir le monde. Je me suis attachée au personnage de Violette, qui est le personnage principal et qui donc est la fille de la générale, et la générale l'oblige en fait à faire partie des capitaines. Donc l'oblige en fait à combattre, sauf que elle a envie de faire partie de la faction des scribes, enfin je dis faction mais ils disent pas faction dans le livre, hein. Des scribes, donc de ceux qui sont plutôt des petits rats de bibliothèque entre guillemets, donc rien à voir avec les combattants. Sauf que vous en doutez, on est sur une héroïne très combative, persévérante, courageuse, tout ce qu'on recherche aussi dans ce genre, je pense, littéraire, et du coup c'est intéressant. J'en suis, je crois, à 28%, donc j'ai lu un tiers du livre. Je crois qu'il est épais en format papier. Donc très chouette lecture pour l'instant. Mais je pense pas que ce soit une excellente lecture, puisque des fois je trouve que c'est un petit peu adolescent. Mais c'est vraiment... voilà. Des fois je me dis, bon, c'est au niveau de l'écriture, on est un peu sur du lu-parler qui fait que... Bon, il manque un peu de tournure de phrases un peu plus jolie. Voilà. Et vous vous en doutez, il y a forcément, on est sur la romantaisie, donc il y a une histoire d'amour. Je vous dis pas lesquelles. Mais l'univers est sympa et j'ai hâte d'en savoir plus donc sur les dragons et voir comment elle va se débrouiller, hein. Le but c'est qu'elle ne meure pas avant justement de se lier, et donc on va voir un petit peu comment elle va se débrouiller parce qu'il y a tout un tas d'épreuves où du coup au fur et à mesure les gens peuvent mourir et c'est un peu des numéros, hein. Ils meurent, on dit juste leur nom et puis basta, c'est fini. C'est un univers quand même assez cruel, voilà. Mais je sais pas, j'aime bien le mood, j'aime bien l'histoire quand même. À voir si du coup on part sur une bonne lecture ou une très bonne lecture en fonction des différents rebondissements. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment le côté hyper addictif à ma lecture, donc je suis pas non plus mitigée, hein, parce que l'univers est chouette. Mais voilà, je me sens pas forcément ultra emballée par cette lecture, donc à voir. À voir quand est-ce que je le finis déjà, parce que 28%, je vais dire cet après-midi, mais bon, voilà, ça va être peut-être un petit peu compliqué de lire autant. Et après, je reprends du coup le boulot lundi, et donc tout va se réenchaîner. À voir comment je goupille tout ça.
Puis ensuite, pour terminer cette update lecture qui fut quand même très très long, n'est-ce pas? Je vous avais présenté, je crois, quand un autre roman historique, Quand le soleil se lèvera, de Heather Morris. Et je l'ai mis en pause du coup, forcément parce que je l'avais commencé, je me suis dit oh, je le terminerai avant de partir et au final je n'ai bien sûr pas terminé avant de partir. Donc je l'ai mis en pause, ça ne veut pas dire que j'abandonne, c'est juste que là j'ai pas trop le temps et je préfère du coup vraiment finir mes lectures en cours, donc finir Force Wing pour ensuite peut-être attaquer Quand le soleil se lèvera. À voir parce que j'ai des services presse encore en retard. Donc voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Oh, vous avez vu la queue d'un chat, vous avez vu le chat, et maintenant il est là. Voici Socrate, qui a 3 ans et qui est assez épais, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous retrouve plus tard pour vous faire un update lecture un peu plus... non, pas un peu plus normal, un update lecture classique pour vous dire un peu comment j'ai avancé dans Force Wing, si j'ai avancé déjà dans Force Wing. Et voilà, je vous retrouve plus tard donc. Et de retour dans mon appartement à Bordeaux, nous sommes dimanche soir, dimanche, je sais plus, 8 je crois, septembre. Et c'est la reprise pour moi demain, sniff, voilà, mais toutes les bonnes choses ont une fin, la fin des vacances. Et de redépart en gros, enfin la rentrée un petit peu, c'est un peu ma rentrée demain, du coup lundi 9 septembre. J'ai ramené Vivi qui est en train de faire je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et je voulais ouvrir un colis avec vous. On s'est eu je crois hier ou avant-hier, je sais plus. Et donc je suis rentrée et j'ai trouvé un colis dans ma boîte aux lettres qui me vient des éditions L'Archipel, avec qui donc je suis partenaire. Je pense que je vous le dis à chacune de mes vidéos dès que je reçois quelque chose de leur part. Je crois d'ailleurs que le partenariat va bientôt se terminer, parce qu'il me semble que l'année dernière c'était à cette période-là, septembre, octobre, que je l'avais eu, mais bon bref. On va ouvrir ça ensemble. Je sais plus ce que c'est. C'est passé trop de trucs là, je suis perdue. Ah, il s'agit du coup de La Terre, effectivement, La Terre des prodiges de Patricia Shaw, qui a été réédité, il me semble, chez Archipoche, qui est donc le format poche des éditions de l'Archipel. Il s'est un petit peu abîmé, je pense, dans le transport, mais c'est très très chouette parce que c'est un roman historique et vous savez que j'adore les romans historiques. C'est vraiment ma passion, il faut que j'en lise davantage parce que clairement j'aime beaucoup ça. À chaque fois je suis toujours conquise par d'ailleurs l'un ou l'autre des aspects, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'époque, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'histoire. Enfin à chaque fois il y a toujours quelque chose qui me passionne dans les romans historiques. Donc bon bref, faudrait que j'en lise plus, je sais. Mais je suis aussi quelqu'un de très tenté. Voilà, sur les réseaux on voit passer quand même beaucoup de livres, je suis l'actualité littéraire et donc je suis tentée par tout un tas d'autres genres aussi que j'affectionne particulièrement, hein. J'aime les polars, thrillers, un petit peu la littérature générale aussi, j'ai tendance à bien aimer. Donc bon bref, enfin, vous avez l'habitude de toute façon de voir des livres très éclectiques sur ma chaîne, c'est un petit peu ce qui me définit également. Bref, pour vous parler du résumé de ce roman, nous sommes en 1870 et on va suivre les parents de Cybèle qui quittent leur Sussex natal pour tenter leur chance à l'autre bout du monde. Mais le bateau à bord duquel ils ont embarqué est pris dans une tempête et fait naufrage au large des côtes australiennes. À 17 ans, la jeune Anglaise se retrouve orpheline, obligée de confier son sort à l'un des rares rescapés, le mystérieux Logan. Malgré les épreuves, Cybèle saura-t-elle trouver le courage et les ressources pour faire de cette terre inhospitalière un pays où trouver le bonheur? Il y a une petite histoire d'amour, je pense, mais ça fait pas de mal, j'aime bien ça. Et il est assez dense, dites donc, très très dense, et il fait... il est épais aussi. Il fait un peu moins de 600 pages, 650 pages pour être très précise, mais si on est dans la même veine que Tamara McKinley, que j'avais donc découvert un peu plus tôt là dans l'année, je pense que ça peut vraiment me plaire. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, vu qu'il est déjà paru une première fois, il me semble, il y a
un petit moment maintenant si je regarde. Ils mettent, ils mettent Patricia Shaw 1992 et la copyright Archipoche 2024 pour la traduction française. Alors je sais pas, je pensais que c'était une réédition. Je sais plus, faudrait que je demande. Mais voilà, bon bref, si le résumé vous tente, il est donc, je crois, désormais disponible au format poche. Sinon, mini update lecture, je suis toujours dans Fourth Wing. J'ai un petit peu avancé par rapport à hier, tout petit peu. J'en suis à 37, je crois, % du livre. J'avance relativement doucement, mais là il s'est passé des trucs. Ça y est, il s'est passé des trucs. Donc je pense que je vais le continuer parce que j'aime bien. Mais ouais, je pense pas que ce soit une lecture non plus hyper marquante. Vous voyez, c'est un univers qui est très chouette. Comme je vous disais, hein, des personnages plutôt attachants, mais un langage cru parlé comme ça qui est un peu dérangeant parfois. C'est peut-être l'effet young adulte, je sais pas. Et parfois j'ai trouvé qu'on ouais, on avançait peut-être pas assez vite dans l'histoire. Voilà. Après c'est un premier tome, donc c'est peut-être normal aussi qu'elle introduise l'univers, qu'elle introduise un petit peu l'intrigue, etc. Parce que l'univers a ses propres codes, on est dans du fantastique, fantasy, et donc du coup forcément tout est un petit peu créé en fait exprès pour, et c'est vrai qu'on a beaucoup de termes, il faut être un peu concentré. C'est ce qui me gênait effectivement parfois dans les lectures fantasy, c'est que l'univers est parfois tellement chargé, tellement complexe que faut être un peu concentré des fois. Et là c'est plutôt bien parce qu'elle rappelle aussi certaines choses. Enfin, non, il est bien sinon, hein. Pour l'instant j'aime bien, mais j'attends un petit peu voilà, de voir comment ça va se passer. Et je pense qu'on part sur une bonne lecture, pas excellente. Enfin, en fait, vous le savez, je pense que vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'ai plusieurs niveaux, entre guillemets. On part d'un flop total qui est où là vraiment j'aime pas du tout le livre, je l'ai lu mais je l'ai abandonné, ou alors je suis allée jusqu'au bout mais j'ai pas du tout apprécié. Ensuite, au niveau dans mes niveaux, il y a lecture mitigée, où là on est sur un livre qui m'a laissé un peu dubitative, où il y a des choses que j'ai aimées mais il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas aimés. Ensuite on part sur bonne lecture, où dans l'ensemble c'est bien, mais j'ai pas non plus l'effet addictif, j'ai pas le truc qui fait que j'ai envie de retourner à ma lecture. Ensuite, on a de très bonne lecture, qui est un super moment de lecture où j'ai beaucoup aimé les personnages, beaucoup aimé l'ambiance, où j'ai pris plaisir à retourner à ma lecture, etc. Mais j'ai pas pris une claque non plus dans la figure, parce que évidemment la claque pour moi c'est le coup de cœur. Coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai tout aimé, je n'ai strictement rien à reprocher au livre, il n'y a aucun point qui m'ont fait tiquer, parce que souvent j'ai des très bonnes lectures, hein, j'en ai beaucoup quand même, des bonnes et des très bonnes lectures, mais dans les très bonnes, je peux parfois connaître certaines longueurs. Voilà, donc c'est pour ça que quand il y a des longueurs, je me dis pas de coup de cœur. Et après, ce qui est assez marrant, je trouve, et je sais pas si ça vous fait ça aussi, dites-moi si ça vous le fait également, mais je referme un livre et je me dis ok, c'était super bien, très bonne lecture. Bon, coucou. Ok, c'était super bien, très très bonne lecture. Par contre, bon, il y a quelques longueurs, donc je peux pas vraiment dire c'est un coup de cœur. Et puis finalement, quand j'y repense, des semaines, des mois après, je me dis mais c'était quand même vachement bien. Et finalement, je retiens beaucoup plus l'histoire, et je me dis bah coup de cœur en fait. Pourquoi sur le coup t'as pas, je sais pas, t'as pas mis de coup de cœur. Bon bref, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça, si vous aussi vous aimez beaucoup, puis finalement au fur et à mesure, bah non, vous avez vraiment vraiment beaucoup aimé. Moi ça me le fait de temps en temps, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi quand je fais mes petites vidéos à la mi-année ou même à la fin de l'année, où je vous dis bah voilà mes meilleures lectures. Des fois en fonction de mon avis quand je voulais poster, et puis à la fin de l'année il a peut-être un peu changé. Ça arrive. Et puis il y a d'autres lectures où c'est pareil, où je me dis très bonne lecture sur le coup, ou à l'inverse bon c'était pas forcément non plus excellentissime, enfin
bref, vous avez compris l'idée. Ça c'est assez marrant, je trouve. Ça me le fait beaucoup. À décider de démonter le canapé. C'est le retour à la maison. Non, 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 on croque pas. C'est pas bien de croquer. Bref, je m'en vais du coup et puis je vous retrouve plus tard dans ce vlog, je pense pour le clôturer. Voilà. Hey, nous sommes lundi soir et je vous reprends très rapidement parce que j'ai 2 réceptions qui me sont arrivées dans ma boîte aux lettres que je n'avais pas eu le temps d'aller chercher depuis que je suis rentrée hier soir. Bref, donc une première qui me vient des éditions HarperCollins. Je sais pas ce que c'est, je sais plus. Donc nous allons regarder ça ensemble. Oui, ok, ça y est, je resitue les wagons. Il s'agit de Ajar Paris de Fanta Dramé qui est en lice pour un prix donc pour le salon Lire en poche à Gradignan qui aura lieu donc en octobre. Je ne sais plus des dates, mais je crois que c'est début octobre, donc il faudrait que je me dépêche d'ailleurs à lire un peu la sélection. Et voilà. Oh, je vais mettre une petite carte. Bonne lecture, tout ça. Trop chouette. Donc merci beaucoup aux éditions HarperCollins et merci aux filles pour donc la demande de l'envoi de ce livre. Effectivement, il fait partie, donc, comme je vous disais, d'un prix. Et nous aurons à l'occasion du salon échangé avec le ou la lauréate donc de ce fameux prix, sauf qu'évidemment on ne le connaît pas en avance, donc nous devons lire les livres en fait avant. C'est toujours mieux d'avoir lu le livre pour pouvoir interroger donc son auteur ou son autrice, vous vous en doutez. Donc merci beaucoup aux filles et donc à HarperCollins pour l'envoi. Puis un autre paquet qui me vient des éditions J'ai lu, donc je pense que du coup ça doit être un peu la même, ça doit être pour la même chose. Je crois. On va regarder ça. Ah, j'avais complètement zappé, ça m'était sorti de la tête. Oui, je pense que c'est pareil. Donc à ceux qui ont tout perdu, par contre le livre, il a été un peu abîmé pendant le transport ou je sais pas. À ceux qui ont tout perdu, donc de Avril Bénard. Alors oups, j'ai oublié de vous donner le résumé de l'autre, n'importe quoi, ça va pas bien ce soir. Je vais aller me coucher, je suis un peu fatiguée, la reprise a été difficile. Donc dans celui-ci, en 2013, après le décès de sa grand-mère, Fanta Dramé se rend pour la première fois en Mauritanie à Ajar, le village... Désolée, je le regarde parce qu'elle fait des bêtises. Le village natal de son père. De retour à Paris et bouleversée par ce voyage, elle décide d'aller à la rencontre du plus troublant des paysages, celui de ses origines. C'est donc un roman autobiographique, si j'en comprends bien le résumé. N'évident que ce qui met à mal sa pudeur culturelle, son père dévoile enfin l'histoire qu'il n'avait jamais racontée, celle sur laquelle sa fille n'avait jusqu'alors jamais osé l'interroger. Il évoque les doutes et les épreuves qui ont marqué sa décision de quitter son pays et jalonné son existence au cœur d'une culture si différente de la sienne. Ajar Paris emmène le lecteur dans un récit sensible où les voix générationnelles se confrontent dans l'émotion, l'incompréhension parfois, retraçant un itinéraire personnel et intime qui s'inscrit pleinement dans la grande histoire nationale. Il est tout court, mais effectivement il a l'air assez saisissant, donc très curieuse de le découvrir. Il fait moins de 175 pages à peu près, voilà. Pour celui-ci, elle a encore perdu son jouet, j'en peux plus, je vais aller chercher. Et donc ensuite, à ceux qui ont tout perdu de Avril Bénard, comment peut-on faire en 1 heure le bagage de toute une vie? C'est la guerre. Des soldats ont l'ordre d'évacuer des civils qui doivent n'emporter qu'un seul sac. Il y a Manon et sa fille Jeanne, Paul, Marek, Chorek, Madame Despailles, une famille nombreuse, 2 âmes. Dans l'urgence des choix, le passé et le présent se mêlent, les êtres se révèlent, se montrent tels qu'ils sont. À quoi tient-on le plus? Qu'est-ce qu'on ne peut abandonner? Que veut-on transmettre? Quel espoir peut encore briller? Autant de questions qui traversent ce texte saisissant par son intensité émotionnelle et sa force d'évocation. Un livre d'exode, d'aujourd'hui et de toujours. C'est ma foi, pareil, pourquoi pas. Ça a l'air bouleversant. Chaque fois, on est un peu dans la même veine, vous en doutez, c'est le prix
littérature générale si je ne me trompe pas. Et on est sur un roman qui fait 189 pages, donc pareil, moins de 200 pages. Je vais vous trouver les autres livres que j'ai de la sélection. Voilà donc les autres livres, ils sont 4, enfin on en a reçu 4. Je crois qu'il y en a 6 au total, mais voilà, pour l'instant on en a que 4. Et écoutez, ma foi, il faut que je les lise. Voilà. Pour le prix, je pense que je vais, à mon avis, celui-ci a quand même de très fortes chances d'avoir le prix parce que je sais qu'il a eu beaucoup de très bons échos. Il me semble d'ailleurs qu'il va peut-être remporter le prix des lecteurs. Enfin, je sais que celui-ci a énormément de chance. Voilà, c'est pas pour dénigrer les autres, absolument pas, mais c'est juste que mon pronostic, à mon avis, va à celui-ci. Donc je pense que je lirai celui-ci en priorité. Donc je me souviens de Fallujah et le reste, je les lirai donc après. Du moins, voilà, après le premier là. Voilà pour donc ces petites réceptions. Et sinon, update lecture très rapide. Après, je pense que je vais clôturer ce vlog parce que mon avis il aurait été quand même suffisamment long. Nous sommes donc, je suis toujours dans Fourth Wing, j'en suis presque à la moitié. Je crois qu'il doit me rester 40, je suis à 47, 48, je me souviens plus, %. Et j'aime bien, hein, franchement c'est très chouette. Comme je vous ai dit hier, je crois, ou avant-hier, il s'est passé un truc, un bouleversement, un rebondissement qui a fait que voilà, le récit prend une tournure un peu addictive, donc c'est très chouette. Par contre, ouais, on reste sur du young adulte, donc mon avis à la moitié là ne change pas. À voir si la deuxième moitié relève le niveau ou pas, mais bon ça vous le saurez dans un prochain vlog. Voilà. Et moi je vais donc clôturer ce vlog. Cette vidéo, je pense qu'elle aura été suffisamment longue et je vous retrouve, j'espère, très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai plein d'idées. Il faut que je prenne le temps de vous filmer les vidéos que j'ai envie de vous filmer parce que là, ça y est, Ah non, elle me l'a encore remis dans son eau, mais c'est pas possible. En fait, elle adore les élastiques pour les cheveux là. C'est sa passion. Voilà, c'est sa passion. Et le truc c'est qu'elle joue avec et tout, mais en fait elle le prend, elle le soulève, et donc ça finit très souvent dans la gamelle d'eau. Voilà, c'est passionnant. Passionnant d'avoir un chat. Bref, je vous arrête ici. Et puis je vous retrouve du coup, comme je vous ai dit, bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si voilà, je vous ai donné un peu des suggestions de lecture, des envies de lecture ou quoi que ce soit. Voilà, ciao ciao!